Question du jour. Depuis hier, les sénateurs se penchent sur le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques. Un article en particulier suscite l'inquiétude, celui autorisant l'expérimentation de caméras de surveillance dites augmentées, dotées d'algorithmes et qui entreraient en vigueur dès cette année. Quel risque représente l'autorisation de ce type de vidéosurveillance ? Bonjour Noémie Levin. Bonjour. Vous êtes juriste à la Quadrature du Net. On parle, pour désigner donc ces caméras, de vidéosurveillance algorithmique. Qu'est-ce que ça signifie au juste ? Alors, techniquement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'automatisation du travail d'analyse d'images de vidéosurveillance qui aujourd'hui est fait par un humain. Et là, qu'on transférerait à un logiciel qui produirait des notifications ou des alertes dès qu'il repère un événement qu'on lui aurait appris à détecter. Sauf qu'en l'occurrence, là, le projet de loi sur les Jeux Olympiques, c'est de détecter certaines situations suspectes ou anormales. Et techniquement, toujours, ça repose sur des algorithmes qu'on appelle de computer vision ou vision assistée par ordinateur, qui reposent sur une technologie d'apprentissage statistique, en l'occurrence supervisé, ou du machine learning, c'est-à-dire qu'on va donner à l'algorithme énormément d'images de l'événement qu'on veut repérer pour que l'algorithme apprenne à le reconnaître. Et en fait, il va extraire lui-même les caractéristiques les plus significatives, les plus essentielles de l'image pour ensuite l'appliquer à un modèle qu'on mettra sur des images qu'on ne connaît pas. Mais alors, qu'est-ce que cet algorithme pourrait détecter en matière donc, de situations suspectes, Noémie Levin ? Alors, nous, à la Quadrature du Net, ça fait plusieurs années qu'on étudie le sujet. Donc, en fait, on est allé regarder ce qui se passe parce que ces algorithmes existent déjà. En fait, il y a beaucoup de villes en France qui sont dotées de ces logiciels de façon totalement illégale. Donc, ce qu'on a pu voir dans les marchés publics... De façon Pardonnez-moi. Illégale, ouais. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas... Et c'est d'où l'idée de cette loi sur les Jeux Olympiques qui arrive en fait, de manière assez instrumentalisée. Il y a un marché qui s'est constitué. Il y a des entreprises qui savent faire ça et qui sont en fait allées voir les collectivités locales, les mairies, pour vendre ces logiciels de computer vision. Et donc aujourd'hui, on a pu documenter. Alors, les vendre, pardonnez-moi, je vous coupe, les vendre, c'est une chose, mais alors, les utiliser si vous dites que ceux-ci sont illégaux. Ça, bon, après, nous, c'est tout l'objet de notre association, c'est de lutter contre les projets de surveillance abusifs et illégaux. Mais vous avez des preuves que ces logiciels sont effectivement installés ? Alors, nous, justement, un des gros problèmes de ce sujet, c'est l'opacité. C'est l'opacité de ce marché, c'est l'opacité de ces technologies, où on sait qu'elles existent, où on n'a pas accès forcément à leur fonctionnement. Et en fait, à part le maire de Nice qui se pavane d'utiliser ces logiciels, nous, on a dû aller chercher l'information. On a fait des demandes de documents administratifs. Donc, on a accès aux documents techniques. Mais une fois qu'on va chercher les villes, nous, on en a attaqué en justice. On a notamment attaqué en justice Marseille, qui utilise ce genre de logiciel. Elles battent en retraite. Donc, sur qu'est-ce qui se passe concrètement dans les commissariats, ça, c'est difficile de le savoir. Après, voilà, là, depuis qu'on parle de cette loi, on voit que, par exemple, il y a des villes comme Massy ou Aulnay qui utilisent ce type de logiciel. Mais alors... Encore une fois, qu'est-ce que, en théorie, on appelle une action suspecte ? Alors, c'est tout le problème de ce logiciel, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue politique, c'est qu'on va inscrire dans le marbre, dans le logiciel, un choix politique de ce que la personne qui développe le logiciel définit comme suspect. Et donc nous, dans ce qu'on a vu, ça peut être une posture, donc ça peut être quelqu'un qui est statique trop longtemps, quelqu'un qui court, quelqu'un qui est allongé. Après les événements qui sont prétendument repérés, ça peut être quelqu'un qui tag. Mais voilà, ça c'est ce qui est annoncé. Et en fait, dans la pratique, il faut voir comment ces logiciels fonctionnent. Donc on va donner énormément de données pour que les logiciels apprennent à reconnaître ces comportements. Sauf que, à la fois dans les données, à la fois dans l'événement qu'on veut repérer, et ensuite dans l'apprentissage qui est fait par le logiciel, il y a des problématiques politiques. Donc un événement suspect, c'est éminemment politique. Et par exemple, quelqu'un qui est statique trop longtemps, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, il y a eu une expérimentation à la station Châtelet à Paris il y a quelques années pour repérer quelqu'un qui était statique plus de 300 secondes. En fait, il faut prendre un pas de recul. À quel moment c'est suspect d'être statique, et surtout si on l'applique ensuite dans l'espace public. Quelqu'un qui est statique, généralement, c'est quelqu'un qui mendie. Il y a en fait l'espace public et politique, et des comportements qui peuvent être insignifiants sont aussi stigmatisants sur une partie de la population, et les personnes qui passent le plus de temps dans la rue sont des personnes en général vulnérables ou qui n'ont pas le choix d'être dans l'espace public. Et alors, est-ce que l'on pourrait imaginer, Noémie Levin, que l'on restreigne ces algorithmes à des actes véritablement suspects ? Je ne sais pas très bien ce qu'est un acte suspect, mais j'imagine que si on voulait essayer de justifier la présence de ce dispositif, on dirait toute personne qui s'apprêterait à commettre
un acte criminel, voire un attentat. Et c'est là où on voit les limites. C'est évidemment pas du tout prédictible, ça c'est vraiment là de la technomagie, du technosolutionnisme. On ne peut pas définir ce qu'est un comportement suspect, et même si par magie on pouvait, en fait c'est tout l'espace public qui est analysé. On ne peut pas isoler juste un comportement, juste une silhouette. En fait c'est tous nos comportements qui sont en permanence scrutés pour savoir si justement on doit aller dans la catégorie normale ou pas normale. Si je continue à me faire l'avocat du diable, je vais vous dire cet argument qui est bien connu, qui consiste à dire que les personnes qui n'ont rien à se reprocher peuvent tout à fait se laisser filmer. Bah oui, mais ça c'est un argument classique. Et quand on parle d'espace public, à nouveau, faut réfléchir qu'est-ce qu'est un comportement suspect. Par exemple, dans les autres exemples qu'on voit, il y a repérer un groupe qui se forme. Donc là, on pense évidemment à une bande de jeunes qui se posent dans la rue parce qu'elle n'a pas le choix. Et sauf que on voit bien que c'est la traduction en fait d'un stéréotype, d'une stigmatisation de la police qui va aller voir les groupes de jeunes. Donc pour la police, les jeunes ont quelque chose à se reprocher. Et voilà, à nouveau, c'est la traduction de choix politiques qui en fait est derrière ces choix. Il y a du contrôle et de la répression, bien évidemment. Bon, tout cela repose sur une technologie, la reconnaissance faciale. On sait, hélas, qu'elle est utilisée dans certaines dictatures, en Chine, en Iran, on l'a vu récemment. Maintenant que cette technologie existe, puisque ce que votre association La Quadrature du Net, Noémie Levin, tente de dénoncer, mais au-delà, ce à quoi on assiste, c'est une technologie, et on sait qu'à terme, toutes les technologies, malheureusement, finissent par être utilisées. Comment peut-on essayer de déjouer cette pente si on considère que celle-ci peut présenter des risques à l'arrivée ? Alors, pour ce qui est, vous avez parlé de la reconnaissance faciale, donc qui est en fait vraiment une application de cette technologie de traitement de l'image, qui existe déjà en France. Je tiens à le repérer, la police l'utilise énormément de fois par jour via les fichiers de police. Comment contrer ? En fait, il y a quand même quelques exemples dans l'histoire où on s'est dit, non, en fait, là, c'est trop dangereux. On pense par exemple au clonage. Et nous, vraiment, c'est le débat de société qu'on veut imposer avec ce texte de loi JO, sortir donc cette vidéosurveillance automatisée de l'opacité pour que ce soit les députés, mais aussi la société civile, comprennent de quoi il s'agit, comprennent les problématiques politiques et juridiques que ça implique, et surtout le projet de surveillance derrière. Donc, en fait, on pense qu'il est possible de refuser une technologie quand on voit à quel point elle permet de décupler les pouvoirs. En fait, ce travail d'automatisation, c'est comme mettre 1000 policiers à la place d'un policier. Donc, ça, c'est donner en fait une capacité qui aujourd'hui n'est pas possible par l'humain. Et donc, vraiment, en fait, donner autant de pouvoir. Le pouvoir, c'est du contrôle, c'est de la répression, et de dire ce n'est pas possible de donner un tel instrument à l'État, et donc de faire machine arrière. Donc vraiment, nous, on espère au moins que le débat va prendre, que les personnes vont comprendre de quoi il s'agit, sortir en fait des seuls vocabulaires qui sont imposés par le marché, et pour ensuite refuser cet article 7 et refuser cette technologie. En conclusion, rapidement, la CNIL semble vous suivre. Alors, à moitié. La CNIL, elle a quand même beaucoup perdu de son influence et de son courage politique ces dernières années. Et elle a quand même accompagné ce marché. Alors, elle a posé effectivement des réserves. Elle a montré, elle a dit que c'était un tournant, que c'était un changement dans la nature des caméras. Mais malheureusement, elle accompagne quand même cette initiative. Merci Noémie Levin. Je rappelle que vous êtes juriste à la Quadrature du Net, 7h23 sur France Culture.